Aujourd'hui, le sujet qui nous amène, c'est la collaboration, la relation entre le PM et le PMM au sein d'une organisation produit. Des PM, il y en a quasiment aujourd'hui dans toutes les orgas produits. Par contre, des PMM, pas forcément. Ils ont des prérogatives, des scopes qui peuvent varier d'une boîte à l'autre. Très souvent, on retrouve le go-to-market, mais en fonction des boîtes, on n'est pas forcément aussi impliqué dans la partie en amont de la chaîne de valeur sur apporter de la connaissance marché aux produits. Et voilà, en tout cas, Laurent qui est PM chez Alan et Kevin qui est PMM, vous nous expliquez comment est-ce que leur binôme fonctionne. On prendra 15 minutes à la fin pour des questions-réponses. Et puis voilà, vous avez toutes les infos. Sinon, je vous redonnerai un petit peu d'infos sur si vous souhaitez vous renseigner pour une collaboration avec Producrew sur du recrutement ou si vous êtes candidat pour trouver un job. En attendant, je vous laisse démarrer. Kevin, tu peux partager ton écran. Est-ce que ça marche? Ouais, on voit bien ton écran. Excellent. Et si je... Voilà, nickel. Bah, écoute, merci beaucoup, Pierre. Merci pour l'intro, merci pour l'invite. On est très heureux d'être là. Je parle au nom de Laurent. La dernière fois, j'étais venu seul sur la même invitation de The Product Crew pour vanter les mérites de l'équipe Product Marketing chez Alan et à quel point l'équipe produit nous adore. Là, je vais moins pouvoir faire le malin parce que Laurent de l'équipe PM est là pour surveiller ce que je dis. D'ailleurs, Laurent, est-ce que tu veux te présenter pour commencer? Ouais, très rapidement, du coup, moi je suis product manager chez Alan sur le produit Customer. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être couverts par Alan. Vous connaissez du coup le produit membre avec les remboursements, l'appli super bien faite. Moi, je suis sur une partie peut-être un peu moins connue, qui est tout le produit pour les responsables RH, les gestionnaires de paie, etc. etc. Et c'est une partie essentielle parce que c'est le premier contact finalement qu'on vend. Au-delà d'une expérience salariée incroyable, il faut aussi leur prouver qu'on est capable de leur faire gagner du temps. Donc voilà un petit peu ma casquette. Merci beaucoup, Laurent. Et deuxième petit message d'intro. La dernière fois, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était à quel point il y avait des questions dans le chat et à quel point on avait réussi à rendre ça interactif, même si on avait bien sûr gardé les questions à la fin, parce que je ne les vois pas, je vois juste un compteur avec le nombre de messages qui s'ajoutent et c'est très cool. N'hésitez pas. Je sais que la dernière fois, ça nous a même permis de follow-up après et d'avoir de répondre carrément aux questions dans des posts. Donc, si vous en avez, je sais qu'on pourra pas traiter tout en une petite demi-heure. Donc, n'hésitez pas, inondez-nous de questions. Let's go. C'est parti. Bah, contrairement à pas mal de couples autour de moi, le couple PM-PMM chez Alan ne s'est pas rencontré sur Tinder. Pourtant, ça a bien été un match. En réalité, on n'a même pas attendu la création d'une équipe PMM, ce qu'on a créé il y a 3 ans, 3 ans et demi maintenant. Bien avant ça, alors même que moi j'étais un des premiers marketeurs et que je savais même pas ce qu'était le product marketing, il y avait déjà ce lien fort entre le produit et le market. Et comment on faisait ça? C'était que j'étais directement, et ça m'avait étonné d'ailleurs, dans une équipe produit, dans une squad produit, comme Laurent va vous le présenter. Et je m'occupais du go-to-market. Et contrairement à ce qu'a décrit Pierre, le go-to-market à l'époque, en gros, c'était un ingé qui me demandait est-ce que tu peux rédiger les emails qu'on va envoyer aux clients. Je ne l'ai pas mal pris parce que j'ai vu son avant-après, sa tête avant-après que j'ai rédigé les emails et j'ai senti ma valeur et mon impact. Maintenant qu'on a une équipe d'un côté PM, de l'autre TMM, tout ça est beaucoup plus structuré et ça a bien changé, je vous le rassure. Et oui, parce que depuis, on s'est structuré, on peut vraiment parler de couple. Comme dans tous les couples, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des lancements réussis, il y a des lancements un peu moins. Il y a, comme dans tous les couples, une certaine connaissance de l'autre à avoir et savoir s'adapter à ce que l'autre sait faire et ce que l'autre a envie de faire. Il y en a qui s'occupent de la cuisine, il y en a d'autres qui s'occupent de mettre la table et de la débarrasser. Ce qui se passe en cuisine, c'est plutôt vraiment le PM, tout ce qu'on va cook avec les différents commis et les différents chefs pour amener vraiment le repas parfait. Et ce qui se passe en salle, ce qui se passe en termes de cartes, en termes d'explications données par le serveur, c'est mon dada. Mais au final, comme dans tous les couples, on est tous alignés sur le meilleur pour notre enfant et notre enfant, c'est le produit.
Pourquoi notre enfant, c'est le produit? Parce qu'en fait, on veut le meilleur pour, in fine, les utilisateurs. Et donc, du coup, on doit s'aligner sur une histoire en commun. Dans les 20 prochaines minutes, on va essayer de vous délivrer nos secrets de couple. Enfin, pas Laurent et moi, hein, je vous rassure. Mais plus sérieusement, on va essayer de partager ce qu'on a vu de vraies collaborations PM-PMM chez Alan, la nôtre, mais pas que, celle de Laurent avec d'autres personnes dans mon équipe. Et en toute transparence, c'est vraiment que le début. On a encore beaucoup d'efforts à faire pour atteindre le couple goal et nous mettre sur Insta. Donc, on attend toutes vos questions et aussi vos conseils dans la deuxième partie. Laurent, je te laisse faire le disclaimer pour Alan. Avant de commencer, un point super important. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller de nos recommandations. On va vous partager notre contexte pour que vous puissiez identifier les différences avec vos organisations et adapter nos recommandations en conséquence. Pour commencer, vous avez sûrement entendu parler de ça. Alan a une forte culture de l'écrit. On a assez peu de réunions. Donc, beaucoup des tips ou des outils qu'on a pu créer, ça va reposer autour de la documentation, de checklists, etc. Par ailleurs, on a une organisation en crew et en squad, un peu à la Spotify. Et donc, on va essayer de leverager les rituels qu'on a déjà au sein de ces crews pour pouvoir faire fructifier la relation PM-PMM de manière pratico-pratique. On a des syncs, on a des weekly updates. On va essayer de faire venir le PMM dans ces rituels de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de barrière qui soit créée entre les deux. Chez Alan, on a aussi des cycles de développement de 3 mois. Alors, je vous rassure, ça ne signifie pas qu'on a besoin de 3 mois pour shipper un produit. C'est simplement pour pouvoir se caler sur des business deadlines aussi. Le fonctionnement en trimestre, il est assez commun un petit peu partout, en finance, en business. Et puis, en fait, on a donc 2 cycles de 6 semaines dans un trimestre avec un mid-quarter check-in. Enfin, on a une équipe de près de 90 sales, CAM, donc Key Account Manager et Customer Success Manager. Ce qui signifie que certains des conseils qu'on va pouvoir vous donner, ou en tout cas certains des exemples qu'on va pouvoir vous fournir, sont adaptés à des organisations qui sont peut-être plus évoluées que la vôtre. Et ça va être important de le garder en tête parce que ça signifie que dans les outils ou les choses qu'on a pu faire, finalement, il faut peut-être que vous reteniez le début ou les grands principes et pas forcément copier-coller l'intégralité de notre organisation. Alors, pour closer dans la relation PM-PMM, on va commencer par le commencement. Avez-vous besoin d'un PMM ou non? C'est un vaste sujet. On voit de plus en plus d'articles sur la question dans la communauté produit. Il y a de plus en plus de PM qui s'intéressent à la distribution de leurs produits. Je crois que tu as deux clics. Pardon. T'inquiète. Et du coup, il va y avoir 2 techniques. Une première technique, super scientifique, ce sont les ratios. Mais ça ne va pas forcément être adapté à votre business. Et puis, ce n'est pas très romantique. On va quand même vous donner quelques ordres de grandeur parce que ça peut vous aider. Le premier PMM chez Alan, il a débuté quand on avait une trentaine de sales et 5 product managers. Aujourd'hui, nous sommes à 10 PMM pour 20 product managers à peu près et donc une centaine de sales. Notre seconde recommandation, c'est de vous poser ces 3 questions. 1. Avez-vous besoin de retours de vos commerciaux pour prendre des décisions produits? Par exemple, pour prioriser la réduction du taux de contact, il y a des meilleurs signaux que les retours sales. Au contraire, pour identifier un deal breaker, il n'y a pas mieux. Deuxièmement, est-ce que vos lancements produits nécessitent de faire évoluer votre pitch? Par exemple, on vient d'annoncer qu'on devenait le partenaire santé tout en un de nos entreprises en réunissant dans une même offre les avantages liés à l'assurance et les avantages liés aux services de santé physique et mentale. Là, on parle d'un changement qui va impacter l'intégralité de notre force commerciale, qui va devoir changer ce qu'il pitch depuis près de 3 ans pour les plus anciens, 4 ans. Forcément, ça nécessite une forte coordination avec nos PME. Puis enfin, est-ce qu'il vous faut un amphi pour rassembler vos sales, CAM et PM ensemble? Si vous répondez 3 fois oui à ces questions, il semble pertinent de lancer votre premier recrutement. Après, cette technique, elle s'applique aussi bien pour des jeunes boîtes qui viennent de se lancer et qui se posent la question de leur premier PMM que des équipes plus matures qui cherchent plutôt à définir sur quel projet staffer un PMM. C'est un peu notre situation à Kevin et à moi, genre tous les trimestres, on va se poser puis on va se dire ok, donc Kevin est PMM lead et on va pouvoir essayer de définir sur quel projet que je souhaite lancer sur le trimestre, on va réellement avoir besoin d'un PMM et sur quel autre on peut avancer en toute autonomie. Ce qu'on peut aussi soulever, parce que ces questions, c'est une première piste, mais c'est pas, comme le disait Kevin, c'est pas la vérité absolue, c'est pas la recette miracle. On peut aussi avoir des PMM sans sales. Donc ma dernière question de est-ce qu'il faut un amphi plein, elle est peut-être pas forcément pertinente tout le temps.
Par exemple, on a, nous, des situations où on cherche à augmenter l'adoption de notre produit. On a plein de petites boîtes sur lesquelles on n'a pas les capacités de mettre du Key Account Manager, du Sales pour les accompagner. Et pourtant, on a envie de délivrer tout de même un message. Et donc, sur ces situations-là, on va avoir le support de PMM. Donc, au fond, il n'y a pas de recette magique. Mais par contre, peut-être des signaux qui peuvent vous aider à réfléchir à la question, c'est que si vous n'avez pas d'adaptation sur votre produit ou sur une fonctionnalité en particulier, si vous n'avez pas de market fit, il y a peut-être quelque chose à faire sur le rapprochement marketing et produit. Et puis, on peut peut-être commencer sans avoir un PMM staffé, dédié sur le sujet. On peut peut-être juste commencer en rapprochant ces deux fonctions, marketing et produit, pour travailler sur ce sujet de market fit. Et puis, peu à peu, pour scaler, on peut envisager un PMM sur le sujet. Maintenant qu'on a défini quand on lance la relation, passons comment à la rendre fructueuse. À toi, Kevin. Merci beaucoup. Et j'adore ce petit gif que j'ai trouvé sur LinkedIn, pour être honnête, parce que je pense qu'il traduit bien le challenge qu'on a en tant que product team, mais aussi en tant que product market team, d'essayer d'avoir le téléphone arabe le plus parfait de la product team jusqu'à ce qui se passe devant le client ou devant le prospect. Et pour ça, comme l'a dit Laurent, je pense qu'il n'y a pas de secret sauce, il n'y a pas de réponse miracle à est-ce que le product marketing doit être rattaché au marketing, est-ce que le product marketing doit être rattaché à l'équipe produit. En fait, chez nous, c'est les deux. C'est les deux, on fait partie de l'équipe marketing, mais pour autant, on essaye de former une seule et unique team qui avance main dans la main, mais où l'ownership doit être distribué. Et comment on fait ça? Laurent l'a dit, on fait partie des squads, des product crew, comme on les appelle, dans lesquels on va retrouver un PM, un PMM, des ingés, des product designers, des data, des user research, tout ce qu'il faut pour mener à bien la delivery et le go-to-market de la partie du produit sur laquelle on bosse. Mais le plus important, je pense, c'est de réussir à connaître son rôle et son scope et à pas se marcher, à se faire confiance et à pas se marcher sur les pieds. Chez nous, le PM, il est en charge de la vision. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il connaît ses membres, il connaît son audience et il connaît la partie de l'expérience sur laquelle il bosse. Il ou elle a très souvent une forte opinion, du coup, parce que à force de bosser dessus, il commence à développer une certaine expertise. Et pour maintenir ce cap, maintenir cette vision, il vaut mieux être assez opinionated. Mais il sait quand écouter ou non le feedback de son PMM. Nous, on lui donne du feedback sur ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe avec les sales, quels sont les insights de ce que les prospects utilisent aujourd'hui, que ce soit la concurrence ou rien, par exemple. Mais au final, c'est lui qui tranche, puis qui own l'exécution au sein du crew produit de A à Z. Exemple, Laurent, pas plus tard qu'il y a 3 mois, m'a proposé de changer la manière dont on inscrit les employés sur la plateforme Alan. Donc, concrètement, elle est venue me voir et elle m'a dit, on va, pour une grande majorité des sales, changer toute une partie de leur pitch. Autant dire que j'étais pas chaud, mais c'était avant de bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'expérience, de ce qu'on allait changer. Et au final, même si j'étais contre au début, c'est elle qui a tranché. J'ai disagree and commit et vous le verrez un peu plus tard que c'était la bonne décision. De son côté, le PMM. Le PMM, lui, il s'occupe du narratif. Il s'occupe de faire cet exercice de ping-pong avec le PM pour essayer de comprendre ce que fait le produit. Mais vraiment, chaque feature, poser plein de questions, être en mode vraiment interrogatoire et ne pas hésiter à poser même des questions qui peuvent paraître un peu débiles parfois, pour essayer ensuite de traduire ça en bénéfice pour le client. L'idée, c'est de surtout pas prendre les réponses du PM et de les copier-coller et de les fournir à un sales, à un CAM ou directement sur le site web ou dans les emails aux clients. L'idée, c'est plutôt de se demander toujours de partir du why. Donc, on pose beaucoup la question au PM, OK, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi comme ça? Pas seulement comment ça va marcher, mais vraiment pourquoi on l'a fait de cette manière-là. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est souvent dans le why qu'on va réussir à comprendre et à faire comprendre du coup par la suite pourquoi on fait les choses différemment de la concurrence et où est vraiment la valeur ajoutée d'Alan. Exemple tout bête.
on n'a pas de numéro de téléphone pour le service client chez Alan. On commence toujours à l'écrit, puis on propose de rappeler le membre s'il y en a besoin. On fait ça pour nous permettre d'éviter la musique d'attente traditionnelle sur une hotline et de récupérer toutes les infos. Mais aussi, on fait ça parce qu'on se rend compte qu'on peut répondre à la grande majorité des questions à l'écrit. C'est quelque chose de contre-intuitif pour pas mal de nos clients. Et c'est cette story, c'est ça qu'on essaye de montrer aux gens les plus réfractaires dans le pitch des sales ou dans l'explication quand ils onboard Alan et qu'ils cherchent le numéro de téléphone. Et dernièrement, le PMM, c'est aussi celui qui est en charge de la distribution et de ce qu'on va appeler le go-to-market. C'est lui qui va regarder à qui, quand et comment on va communiquer notre narratif à notre cible. Et l'avantage, c'est que nous, notre équipe, on a une vision 360 de ce qui se passe dans les différentes product areas, dans les différentes squads produits. Et la plupart du temps, chaque PM est très excité sur sa roadmap, est très excité parce qu'il veut shipper le plus rapidement possible. Et ça peut nous mettre dans des situations où tout le monde arrive au même moment avec son rollout et où tout se collide, où on a 4 rollouts au même moment, mais on a un prospect ou un client qui n'est pas prêt à ingérer toute cette nouveauté d'un coup. Et on n'est surtout pas prêt côté sales à pouvoir tous les traîner et à instiller tous ces changements au même moment. Donc, on va être là pour pouvoir séquencer et être garant de l'importance des rollouts sur les différentes parties du produit. C'est pour ça qu'on vient de mettre en place des Tier 1, Tier 2, Tier 3 pour essayer d'évaluer l'impact sur le business, l'impact sur l'expérience, mais aussi l'impact sur à quel point on va changer drastiquement la démo ou le pitch des sales et à quel point, du coup, il va avoir besoin de notre côté d'un travail d'éducation. Comment on fait ça sur le cycle produit? Déjà, on a une première phase de notre cycle de développement de produit qui est la phase de scoping puis de framing. C'est comprendre le problème et commencer à framer une solution. Ça, c'est le PM ou le product designer dans le crew qui s'occupe de ça, qui own cette partie-là. Néanmoins, on est là et on va même poser les questions débiles pour se mettre dans la peau de l'utilisateur et anticiper ce que la solution va donner et essayer de donner des insights sur à quel point ça va changer la manière dont a le prospect ou le customer de tacler ce problème aujourd'hui. Deuxièmement, dans la phase de making, quand on est déjà en train d'avoir plus que des maquettes, on est carrément déjà dans la phase de développement, on va nous directement s'occuper d'expliquer la solution et de faire la partie vraiment narrative. Et donc, c'est là qu'il y a un deuxième ping-pong que j'ai décrit précédemment. Et c'est là où aussi on essaye toujours de voir que ce qu'on écrit est vraiment ce qui se passe côté produit et ce qu'on est en train de délivrer en termes d'expérience et en termes de flow. Et la dernière, on boucle la boucle. Et une fois qu'on a lancé, on s'occupe de revenir avec des insights pour décrire comment la solution a été accueillie. On mesure. C'est le PM qui, principalement, va donner l'impact de sa feature, mais nous, on va venir nourrir ça et on va, grâce à la feedback loop, montrer l'impact que ça a eu sur le terrain quand les cams l'ont pitché, sur le terrain quand les sales l'ont pitché ou directement l'engagement des utilisateurs à travers les campagnes d'emailing ou de notification qu'on a pu envoyer. Résultat, pour vous montrer concrètement, j'ai bossé sur la fin de l'année dernière sur le rollout de notre nouvelle expérience de prévoyance et on a formé les CAM pour faire la nouvelle démo de cette expérience. Et là, un truc tout bête, c'est que je me suis dit, je vais prendre ce feedback-là et je vais directement le poster sur le channel du product crew qui a bossé pendant de longs mois sur cette nouvelle expérience. Et là, on peut voir qu'il y avait les ingés, les product designers, les ops, tous ceux qui ont bossé vraiment là-dessus, qui étaient super contents d'avoir un feedback concret de comment ça s'est passé sur le terrain. Et surtout, ça leur a donné un boost d'énergie que je n'avais même pas vu venir. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on a processisé et que chaque PMM fait dans l'équipe. Là, je vous ai pas mis, je leur avais pas mis le lien du meeting, mais il m'arrive de mettre un snippet quand on en a un, du recording du meeting qu'on a grâce à Mojo, qui est un tool qui permet de recorder les meetings visio.
pour qu'ils entendent d'eux-mêmes le pitch du sales et la réaction du prospect du client. C'est encore plus powerful et j'ai encore plus d'emojis quand ça arrive. Bon, là, je vous ai montré, et j'avais, comme d'habitude, la bonne casquette quand ça se passe bien. Laurent va vous montrer quand ça se passe moins bien. Effectivement, comme dans toute relation, il y a des moments où il va y avoir quelques bas. Et le PMM, en fait, il peut merder, mais le PM aussi. Et en fait, dans ces situations, le plus important, c'est de les traiter en 2 temps. 1, on éteint le feu. Et tout ce qu'a décrit Kevin précédemment va pouvoir être utilisé parce que c'est là qu'une bonne relation entre le PM et le PMM va être cruciale. Ça va être là qu'il va être super important de se parler, de se comprendre et de savoir qu'en fait, l'un et l'autre, il n'y a pas de mauvaises intentions et qu'en fait, on est une team et ensemble pour pouvoir résoudre le sujet. Puis deuxièmement, on va apprendre pour que ça n'arrive plus. Et c'est bien dans un deuxième temps qu'on va allumer cette partie rétro. Tant qu'on n'a pas fixé le problème, on ne se lance pas dans la rétro. Et un point d'attention sur la rétro, ça va être d'éviter d'over-process. La force des boîtes dans lesquelles on se trouve, scale-up, start-up, peu importe la taille qu'on a, mais notre force aujourd'hui, c'est notre capacité à pouvoir avancer très vite et à pouvoir être très agile. Si on commence à overreact à chaque petit pet, à chaque situation qui ne se passe pas exactement comme on l'aurait prévu, on va se retrouver avec les process de risque de certaines très, très grosses boîtes où plus rien n'avance, où il faut 6 mois pour lancer quelque chose parce qu'en fait, il fallait valider 18 trucs en préalable. Pour pouvoir illustrer ce principe, donc 1, on travaille sur la résolution et 2, on fait une rétro. J'ai un petit exemple, c'est l'exemple qu'évoquait Kevin tout à l'heure du lancement sur lequel j'avais une intuition assez forte qu'il fallait y aller. Donc cet exemple, c'est ce qu'on appelle en interne, une fonctionnalité qu'on appelle en interne Cover by Default. Donc en gros, c'était le gros rollout du premier trimestre pour ma team. Et sur ce rollout, je travaille avec Cécile, qui est une PMM qui est arrivée 2 mois avant. Elle est complètement honneur du go-to-market sur ce sujet. Moi, ça fait plus de 4 ans que je suis chez Alan, donc j'ai tout un tas de réflexes tout bêtes, mais pas forcément documentés en tête. Et donc, on va envoyer dans le cadre de ce rollout, on va envoyer un mail. Donc, mardi à 16h, on va envoyer un mail à un quart de nos boîtes. Donc, c'est à peu près 5000 boîtes à qui on va envoyer un mail. Ce n'est pas négligeable. Donc là, mardi 10h, je commence à poser une série de questions pour pouvoir m'assurer qu'on est bien prêt et que ça va bien se passer, qu'on évite de générer derrière de l'impact sur notre équipe care, qu'on évite de passer pour des pitres si on avait fait des bêtises autour de cet email. Donc, j'essaie de me remémorer des trucs qu'on a pu mal faire dans le passé et je demande, est-ce que les personnes qu'on contacte, ce sont bien des personnes qui sont encore couvertes chez Alan? Est-ce qu'on envoie bien l'email sur leur adresse pro? Parce qu'il y a possibilité de mettre une adresse pro et une adresse perso. Est-ce qu'on l'envoie bien sur l'adresse pro pour éviter que notre super email de lancement, il arrive entre leur dernière alerte VP et puis un mail des impôts? Et donc, tout un tas de petites questions comme ça. Et puis là, problème, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas sûr des réponses à ces questions. Et ça commence à escalader. Et on commence à se dire, en fait, comment on y répond d'ici 16 heures? Il n'y avait pas quelqu'un de data ce jour-là, purement contextuel, mais il n'y avait pas quelqu'un en data qui était capable de pouvoir cross-checker les trucs. Et donc, ça commence à monter. Et puis là, en fait, l'étape de résolution, c'est la première décision, c'est on stoppe le lancement. On se dit que le mardi 16h, il a été défini un jour, mais qu'avec un certain nombre d'informations, mais qu'avec les nouvelles informations, on va revisiter cette décision et que mardi 16h, il n'y a pas d'email qui part. Ensuite, on prend immédiatement un café avec Cécile pour pouvoir discuter un petit peu de ce qui s'est passé et se dire, OK, comment on règle cette situation et comment le mail, il part effectivement, parce qu'on avait par ailleurs des contraintes, quelques contraintes, vous ne pouvez pas l'envoyer 2 mois après. Et ce qui va être génial au moment de cette résolution et de cette discussion, c'est que je vais commencer à comprendre qu'en fait, on n'avait juste pas un même contexte. En l'occurrence, Cécile venait d'une industrie où quand un lancement il est défini, elle était dans le jeu vidéo, quand un lancement est défini à une certaine date, on ne peut pas le décaler aussi facilement qu'on le souhaite. Alors que de mon côté, il n'y avait aucun problème, sincèrement, de se dire, OK, en fait, ce sera demain parce qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour revalider. Et juste cette différence de contexte dans notre relation a généré un moment de stress, en fait, qui aurait pu être complètement effacé. Donc, on résout le sujet, c'est-à-dire que l'email, il part le lendemain, la relation avec Cécile, elle est au beau fixe, et ensuite, on se penche sur, concrètement, comment on apprend de cette situation. Et là,
Cécile fait un boulot formidable où elle commence à lister l'intégralité des points dans le processus de mise en place de cette audience, où en fait, on aurait pu se poser les questions que j'ai posées mardi 10h, peut-être un poil plus tôt. Et du coup, elle commence à identifier qu'est-ce qui doit être amélioré. Est-ce que c'est des checklists qu'on doit rajouter à un endroit? Est-ce que c'est un outil qu'on doit faire évoluer? Et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment en 2 temps, la résolution, puis on passe à la rétro. Après cet exemple de situation où quelquefois ça se passe un petit peu moins bien, on va vous faire juste un petit résumé, puis ensuite on va passer à vos questions. Yes, merci Laurent. Alors du coup, si on résume, on regarde dans la même direction, comme un vrai couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, chez nous, on définit chaque trimestre les sujets sur lesquels un PMM va aider et on va y aller à fond. C'est-à-dire qu'on va mettre le PMM dans l'équipe produit pour que ce ne soit pas chaque équipe, d'un côté l'équipe produit, de l'autre l'équipe marketing qui avance à son propre rythme. Il faut qu'on soit complètement aligné et cadré sur le même tempo. On se fait confiance. Et donc, du coup, ça veut dire que parfois, on disagree in common. Ça veut aussi dire qu'on ne se prend pas pour l'expert. Laurent connaît son produit à l'intuition, je lui fais confiance. J'ai la main sur le pitch, elle me fait confiance sur la plume. Elle vérifie bien sûr en tant que contributrice que je ne raconte pas n'importe quoi et que je n'oversell pas. Troisièmement, on apprend ensemble et donc on ne se rejette pas la faute. Il y a des problèmes qui arrivent, comme j'imagine, il y a un tas de problèmes qui arrivent entre PM et 1G, entre PM et designer, entre designer et 1G. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir à chaque fois, dans chaque crew, une rétro s'il y a besoin, qui vient enrichir la documentation qu'on a et les process qu'on a en commun pour l'ensemble de l'équipe PM et l'ensemble des PMM. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui pour un truc tout bête, mais c'est au moment des rollouts, on demande maintenant en amont au product designer de nous fournir quelques visuels hyper quali pour préparer nous tous les assets qui vont nous servir, que ce soit dans les slide decks ou que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le site web, etc., pour pas venir à la fin en mode charrette, au fait, j'ai pas le bon screenshot qu'il me faut, j'ai pas la bonne vidéo qu'il me faut parce que j'ai pas accès au bon Figma, etc. Donc, on l'a mis dans le process. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte dans certaines product areas qu'on énervait tout le monde à arriver à la fin, ou voire même à le faire nous-mêmes de manière scrappy, pardon, et d'avoir tout le monde qui arrive derrière dans l'équipe product et qui vient et qui dit non, mais en fait, c'est pas la bonne résolution, c'est pas le bon tempo, c'est même pas la bonne dernière version de l'expérience. Donc, on l'a ajouté dans la rétro et on l'a ajouté maintenant au process. Tout bête, mais ça permet que la prochaine fois, on soit plus dans la même situation. Je vois que le temps passe vite. Juste petit bonus qui est peut-être déjà connu de la plupart d'entre vous, mais l'année dernière, The Product Crew avait avait rollout sa Product Marketing Box et dedans, il y avait notre Go-to-Market Checklist. Il y avait concrètement une checklist que Lucie, qui était ex-PMM chez nous, qui est maintenant lead PMM chez Skello, avait construit, qu'on suivait et qu'on suit encore aujourd'hui. Bien sûr, on a ajouté quelques tickbox, quelques checkbox liés à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Mais le gros de la checklist vaut toujours. Et donc maintenant, on a le temps pour vos questions et ça nous intéresse aussi bien sûr de voir si vous faites différemment dans vos équipes. Merci beaucoup. PS, bien sûr, on recrute en PM et en PMM. Donc, n'hésitez pas à me... Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Laurent. Franchement, c'était super. Et en plus, le timing est parfaitement respecté. On va prendre vos questions là dans 2 minutes. Juste en attendant, on vous propose un petit sondage via un Slido qui apparaît sur votre écran à l'instant. Comment est-ce que vous évaluez la qualité de la relation PMM dans votre entreprise? Il y a 3 réponses possibles. Peut-être que vous n'avez pas encore de PMM. Les responsabilités sont encore un peu floues ou un peu comme Kevin et Laurent, des vrais Bonnie and Clyde du produit, un couple qui fonctionne. En attendant vos réponses, je vous redonne les petits messages habituels. En tout cas, si vous êtes intéressé pour discuter de vos enjeux recrutement, product, design, engineer, Sarah va vous mettre un petit lien dans le chat. Également, si vous êtes candidat et que vous souhaitez voir ce qu'on peut vous proposer comme accompagnement pour la suite de votre carrière, un autre lien sera dédié.
Voilà, voilà. On commence à avoir les premières réponses. Pas mal de on n'a pas de PMM, hein, effectivement, on ne retrouve pas encore ce rôle dans toutes les orgas. On va commencer à prendre quelques questions. Rapidement, juste, j'en avais une, moi, Kevin. Ouais. Est-ce que tu interviens en amont? Alors, tu apportes de la connaissance marché au produit, mais est-ce que tu interviens, par exemple, sur les phases vraiment de priorisation, ou est-ce que tu challenges même potentiellement des solutions qui sont proposées, ou tu restes, non, tu ne touches pas à ce scope, disons? Alors, sur la première partie, la partie priorisation, oui. Alors, on reste à la phase sur la priorisation. Nous, chez Allen, on s'occupe vraiment des problèmes. On essaye de lister les problèmes qu'on va essayer de résoudre sur le quarter. Et c'est là que les PMM arrivent avec les insights qui viennent de la feedback loop terrain. Et donc, c'était la thématique du premier talk que j'avais fait avec vous. Donc, j'invite tout le monde à voir le replay pour voir comment on a mis ça en place. Mais c'est un peu le moment où, oui, on arrive et on essaye de venir influencer ou en tout cas informer les prios de chaque product area. La deuxième partie qui est de dire donner son avis sur la solution. Oui, chaque PMM qui est embed dans son product crew va donner son avis parce que forcément, il a une sensibilité liée à tous ces pitchs qu'il a entendus de sales, liée à toute cette connaissance marché qu'il a, et il peut venir et donner un avis qui peut être très pertinent. Maintenant, il y a certaines fonctionnalités où je pense que le ou la PMM sait très bien qu'il n'a pas de valeur ajoutée et il reste en retrait et plutôt il va poser des questions pour essayer de comprendre, parfois sur des fonctionnalités un peu plus techniques, tu vois. Essayer tout de suite de poser les questions pour dire, OK, ça a l'air d'être vachement différenciant, mais ça a l'air d'être quand même un sacré jargon, soit assurance, soit techos, no offense, tu vois. Et en fait, le problème, c'est qu'à aucun moment, ça va pouvoir être pitché en tant que tel dans un meeting client. Donc, l'idée, c'est comment bien comprendre en posant les questions d'un gamin de 5 ans, qu'est-ce qui se passe sous le capot pour ensuite aller dire, ah ouais, en fait, on a mis le moteur d'une Ferrari. Oui, c'est la fameuse technique Michael Scott, pour ceux qui ont la référence. Quand on ne comprend pas quelque chose, on demande à se le faire expliquer comme si on avait 5 ans. Ça marche souvent très bien. Et donc, c'est toi, Laurent, qui tranche en bout de course, finalement, sur… Ouais, complètement. Ça rejoint un petit peu ce qu'évoquait Kevin. À la fin, c'est le PM qui va trancher sur la priorisation des problèmes. Mais tu te fais informer par, on a le flux typiquement qui vient des PMM via tout le feedback sales et key account manager. Et puis on a la même avec le feedback care, où on a des rôles de product specialist qui vont nous aider à comprendre aussi quels sont les gros drivers de contact ou de perte de productivité. Et avec tout ce magma d'informations, il va falloir ensuite prendre des décisions sur quels sont les problèmes les plus importants en fonction de tout un tas de paramètres, notamment leur alignement avec les priorités de la boîte et leur contribution aux différents objectifs qu'on a pu se fixer sur les horizons de temps différents. Merci beaucoup. Pierre, juste pour revenir pour revenir juste sur la partie solution, pour prendre une analogie que je prends souvent en entretien pour présenter le scope, c'est Lorraine qui va définir. Si on imagine qu'on construit une bagnole, c'est Lorraine qui va vraiment définir le design et l'espace et la taille, tous les sièges, les options, etc. Mais si je sais que notre cible, c'est des mecs en finance qui veulent faire les cliquets sur l'autoroute et qu'elle est en train de construire une Xara Picasso, c'est mon rôle de lui dire si on va et qu'on fonce dans le mur avec la mauvaise bagnole, j'aurais beau faire le magnifique showroom, j'aurais beau faire le magnifique, la magnifique offre d'essai, etc., ça marchera pas. Donc voilà l'analogie qu'on utilise. Ok, alors une autre question. Est-ce que chaque PMM a son ou ses PM référents, ou est-ce qu'un PMM peut travailler à l'occasion avec différents PM? C'est le mercato. Hein. Bon, là, c'est pour ceux qui ont des PMM. Donc, pour ceux qui ont répondu, j'ai des PMM dans l'équipe. Bah, c'est le mercato. Après, il y en a. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des PMM qui, comme les PM d'ailleurs, qui restent quand même un cycle ou deux sur la même partie du produit pour avoir la bonne connaissance des personas, la bonne connaissance parfois technique et pas avoir trop ce contexte switch. Mais l'autre chose très importante, c'est aussi de nouer cette relation. Donc, le plus longtemps, on l'a vu, c'est flagrant, le plus longtemps un PM bosse avec le même PMM et le plus il y a une chemistry qui s'opère. Et là, c'est là qu'on voit vraiment l'efficacité et qu'on améliore vraiment la collaboration.
Maintenant, bah, les prios de la boîte, elles changent. On ne peut pas mettre tout le temps les mêmes couples PM-PMM. Et puis, il y a aussi des affinités produits. Parfois, un PMM en a marre de bosser sur un sujet et on peut tacler un autre sujet. Et donc, du coup, bah, là, c'est ce qu'on fait au moment de la priorisation et de ce qu'on appelle le staffing, euh, qui est l'équivalent de ce mercato. Merci Kevin. Alors une autre question, comment est-ce que les PMM travaillent avec vos équipes acquisition marketing? Est-ce que c'est de la même façon qu'avec vos sales, avec de la formation? Alors sur celle-là, c'est un peu plus loin de. En fait, on a une partie, on a toute une product area qui est liée à l'expérience de notre sales flow. Donc, c'est les gens qui viennent sur le site web et qui sont des petites boîtes ou des travailleurs non salariés, des freelances, et qui viennent et qui s'inscrivent de A à Z sans parler un sales. Et là-dessus, on a un PMM qui bosse avec une PM qui s'appelle Emma et le PMM s'appelle Benjamin. Et ils ont effectivement une forte. Il y a une team produit qui bosse sur l'expérience du site web, mais il y a aussi une team acquisition qui vient amener du trafic. Et effectivement, le PMM là-dessus a un rôle un peu particulier parce qu'il bosse pas en direct avec les sales, il bosse en direct avec l'équipe acquisition pour leur fournir les bons messages sur les ads, etc. Ok, une question qui est un peu dans la lignée de la dernière. Comment est portée la responsabilité de la conversion? Enfin, qui a l'ownership justement de la conversion au sein d'une équipe? Et ben dans cette product area-là, ça reste la PM parce que on considère qu'elle own les objectifs de l'expérience du coup du funnel. Néanmoins, si tu vois sur une partie, si on s'est mis dans les OKR, qu'il y a un OKR qui est vraiment sur, OK, sur cette partie-là du funnel, on va aller vraiment tweaker, faire des tests pour essayer d'améliorer de X% le conversion rate et qu'on a nommé le PMM en tant que owner de ce sujet-là, il va pouvoir sur une expérimentation devenir le owner de vraiment cette partie-là. Mais sinon, l'expérience au global, ça reste la PM avec le PMM en membre de l'équipe, en contributeur. Une autre question intéressante. Alors, c'est Clément Duchesne qui pose la question. Donc, de ce qu'il a compris, c'est bien le PMM qui forme donc, vos sales et vos key account managers. Et si on remonte d'un cran, du coup, qui est-ce qui forme les PMM chez vous? Comment est-ce que vous montez en compétences? Et deuxième question, est-ce que ça vous arrive de bloquer ou de retarder des releases justement pour être sûr que tout le monde ait le bon message et pour éviter des soucis de communication? Laurent, c'est pour toi. Qui forme le formateur. C'est effectivement, Ouais. ça va être la product crew. Alors, le fait, justement, ce qu'évoquait Kevin, le fait d'avoir le PMM qui est très très proche des équipes produits va permettre cette première étape de le PMM voit ce qu'on est en train de construire. Si je reprends l'analyse de la voiture, l'analogie de la voiture, le PMM il contribue à ces discussions ou à minima il les suit et donc très tôt, en fait, il est inclus dans les discussions et il a une capacité de voir ce qui est en train d'être construit, les problèmes qu'on a priorisés et pourquoi on se dit que cette solution est la bonne solution pour ce problème. Donc il y a cette première étape où le contexte, on ne lui balance pas à la fin quand on a fini pour se dire, OK, en fait, on a besoin de... Enfin, c'est pas vraiment pas une relation de... C'est l'équipe support qu'on appelle à la fin pour venir faire des slides pour les sales. Il contribue au travail pendant le développement. Et donc, il y a cette première phase où ils acquièrent de la connaissance juste parce qu'ils sont présents dans les réflexions. Puis, dans un deuxième temps, il y a au moment où on va commencer à créer des playbooks, on va commencer à créer du matériel pour les sales, où le PM va, enfin, moi, concrètement, dans certaines situations avec Kevin, bah, je lui résume en 3-4 bullet points de quoi il s'agit, quel était le problème qu'on cherchait à résoudre, pourquoi on a opté pour cette solution, et juste essayer de clarifier vraiment l'intent qu'on avait pour pouvoir ensuite le laisser déployer en fait tout son talent et toute sa valeur sur comment on le raconte et comment on l'amène au sales. Donc c'est à ce moment-là que Kevin ou toute son équipe va avoir cette position de questionner pourquoi ces choix-ci, pourquoi on fait comme ça. Est-ce que ton explication, tu peux la rendre encore plus simple de telle sorte à être certain qu'il peut lui aussi transmettre ces informations. Et ouais, vas-y. Et non, et juste pour rappel, c'est pas même une fois qu'on a les infos, qu'on a été traîné et qu'on du coup prépare le training pour les sales, ou qu'on prépare même un email qui va directement partir aux utilisateurs finaux B2C ou B2B, dans 99% des cas, on demande un check. Pourquoi? Parce que
chaque mot compte. On ne veut pas oversell. Et donc, c'est là que l'œil du PMM ne va pas venir forcément sur le mot, sur la formulation, sur l'écriture, pardon, mais vraiment sur le sens de ce que tu essayes de dire. Et donc, du coup, de checker. OK. Et parfois, ils sont même un peu, pour être honnête, Lorraine, vous êtes un peu parfois frileux. Et c'est à nous de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire, non, t'inquiète pas, c'est juste de la vente, de la mise en avant. Et on n'est pas dans l'oversell. Ça Je pense dépend après des. pour rebondir sur celui-là, ce qui va être super important, c'est de vraiment, enfin, ça rejoint un peu l'exemple avec Cécile, c'est de partager son contexte. Pourquoi je suis frileuse pourquoi à cet endroit-là, je pense qu'il y a des risques l'exemple qu'on donnait sur la fonctionnalité de changement d'inscription, elle avait des impacts sur la conformité des boîtes. Et donc, il y a des choses, des lignes rouges que je ne veux pas qu'on dépasse. Et mon rôle, c'est de les clarifier un maximum pour qu'ensuite, Kevin, il soit clair, ou soit super clair sur son espace de jeu. Genre, là, voici les limites, et ensuite, tu fais ce que tu veux. Et donc ça, c'est vraiment l'importance de partager son contexte et de ping-ponger là-dessus. Et j'ai oublié ta seconde question. Pierre, moi j'en ai vu une qui, je pense que effectivement on n'a pas traité, mais qui est super, une super question pour tous les PM qui sont, j'imagine, en majorité, et qui est pour toi du coup, Lorraine. Est-ce qu'un Oui. PM peut être en couple facilement avec plusieurs personnes? Alors, je Sous-entendu, là on a réponds. beaucoup parlé du PMM, mais bon, tu as toutes les autres, c'est vrai que tu as toutes les autres fonctions à gérer aussi de l'autre côté. Ouais, alors vraiment, je réponds avec ma casquette PM ici et pas la casquette perso. Non, c'est pas un sujet. En fait, ce qui va être super important, enfin, en toute franchise, une des difficultés, ce serait typiquement, j'avais à onboarder des nouvelles personnes en data eng PMM en même temps. Oui, ce serait compliqué parce que tu as envie de mettre un petit peu de temps au début de cette relation pour pouvoir bien la mettre en place. Ensuite, bah, non, ça marche parce que et c'est là que toutes les notions de Empower sont super importantes. C'est comment tu arrives à fournir le contexte suffisant dans un temps limité pour pouvoir s'assurer que la collaboration elle marche avec chacune de ces personnes. Et donc ça, c'est toute la difficulté du rôle de PM. C'est aussi toute son attractivité à mon sens. Mais c'est comment on arrive à faire en sorte de bosser bien en étant très très clair sur qu'est-ce qu'on cherche à réaliser, la place de chacun dans ce projet. Et après, c'est de manière pratico-pratique, c'est des calls d'une demi-heure, une fois toutes les 2 semaines avec la plupart de ces fonctions pour pouvoir se faire des catch-up sur où on en est, qu'est-ce qu'on pense qui marche ou qui ne marche pas. Et puis quand il y a des sujets très particuliers, un projet à sortir, un go-to-market, une analyse data, etc., on se voit plus, on discute plus. Mais c'est jouable parce que mais ça demande une discipline super importante. Ouais. Merci beaucoup. Alors, il y a énormément de questions. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de toutes les adresser. Beaucoup de questions qui reviennent notamment sur la feedback loop. Comment est-ce que vous gérez les outils, Harvester, Product Board, qui fait quoi. Je vous invite à aller regarder le replay de notre dernier live avec Kevin, qui était exactement sur ce sujet de la mise en place d'une feedback loop. Également sur les responsabilités, hein, donc beaucoup de questions qui reviennent sur qui fait quoi et quels sont les autres métiers qui peuvent intervenir. Kevin, tu as en partie répondu sur. Il y avait une question sur l'UX writing finalement, car tu parlais énormément de messaging, mais donc tu as répondu, tu dis voilà, tu ne t'occupes pas forcément du wording exact, vous avez peut-être des UX writers en interne. On n'a pas des UX writers, mais on a des product designers qui sont quand même très bien formés à ça. Je pense que ils ont une partie UX writing sans le savoir. Donc là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on donne pas notre avis, mais on n'est pas honneur de cette partie-là. On va plus être honneur après de la com après ça. Et oui, on a aussi une équipe product content qui, je pense, que c'est important de la mettre en avant. C'est quand le produit, l'expérience qu'on va fournir, rely beaucoup sur du contenu, c'est-à-dire sur des articles, sur de la vidéo. Et donc là, on a besoin vraiment d'une équipe qui va être limite une équipe marketing, une équipe production de contenu, mais qui va être embed dans le produit et qui va être le produit in fine. Et aussi une question qui Exemple, revenait. Donc... Oui, pardon. Pardon, exemple, on a lancé un programme pour aider à lutter contre le mal de dos. Et là-dedans, il y a plein de conseils utiles et de vidéos pour pouvoir faire des exercices chez soi. Et donc, du coup, bah, c'est cette team Product Content qui a bossé avec des kinés de notre équipe médicale et qui a fait, qui a vraiment fait cette partie du programme-là qui est dans le produit aujourd'hui. Ok, alors dernière question sur tes responsabilités, Kevin, lors des phases de discovery. Donc, tu nous l'as dit, tu interviens forcément sur de la veille marché, des tendances. Donc,
de la discovery un peu orientée market, mais sur la discovery vraiment utilisateur, est-ce que tu fais des interviews, ce genre de choses? On essaye de plus en plus d'empower les PMM à le faire, mais on a la chance d'avoir une équipe user research, donc qui est là pour le coup le bras armé de l'équipe PM pour aller interviewer le bon set de personnes sur le problème qu'on a identifié. Laurent peut peut-être Je pense qu'il y a un bon exemple. détailler comment. Ouais, mais un exemple récent qui me vient à l'esprit là-dessus, c'est le Win-Loss programme que vous avez organisé avec les PMM sur tes segments. Donc, concrètement, on avait besoin de comprendre pourquoi des gens rejoignaient Alan, enfin, acceptaient de signer avec Alan et pourquoi des gens ne souhaitaient pas signer avec Alan. Et c'était un super exemple où en fait, on a des user researchers qui sont super bons sur les frameworks, sur comment on arrive à poser les bonnes questions pour obtenir un maximum d'insight. Ils sont venus supporter l'équipe PMM pour pouvoir définir au mieux, les former, les aider sur les premières phases et vraiment en fait les empower. Parce que derrière, c'est l'équipe PMM qui a pu dérouler là-dessus. Donc, c'est des choses qui existent. Et en fait, comme beaucoup de choses, en fait, ça va dépendre du problème que tu as à résoudre. Dans certaines situations, ce sera très pertinent d'avoir des PMM qui discutent avec des utilisateurs et on le fera. Est-ce que c'est nécessaire de se bloquer 2 heures par semaine pour le faire obligatoirement? Dans certains moments, non, pas du tout. Donc, c'est vraiment, on est très drivé par l'outcome. Je disais tout à l'heure un commentaire là-dessus. Oui, c'est vraiment, est-ce que c'est utile et est-ce que ça permet de résoudre quelque chose? Bien, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Je pense que tout le monde a aussi envie d'aller déjeuner, mais en tout cas, c'était super intéressant. Vraiment, merci Laurent, merci Kevin. Je me permets de lancer le message. Je suppose que vous êtes assez partant pour continuer les discussions si jamais il y en a qui ont des questions supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à les ajouter sur LinkedIn. Il sera un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite un bon appétit surtout et très bonne journée à tous.